Voilà, comme a dit Christine, c'est la rubrique numéro 7 déjà. Moi, pour vous expliquer un tout petit peu le principe des rubriques scientifiques, j'ai commencé avec une autre fondation, la fondation G1F, il y a presque 2 ans, à faire ces rubriques parce que en discutant et notamment avec aussi Véronique, quand on était à Paris, je me suis rendu compte que les patients ne comprennent pas vraiment les principes biologiques qu'il y a derrière leur manifestation et ils ne savent pas très bien ce qui leur arrive. Donc je me suis dit, je vais écrire ces rubriques scientifiques pour expliquer vraiment ce qui se passe, pourquoi ça se passe, là où en est la recherche scientifique, ce qu'on peut faire et quels sont les espoirs qu'on a et dans quelle direction on va pour la neurofibromatose. À tes souhaits, il y a quelqu'un qui éternue. Alors, les complications osseuses, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, mais je vais repartir un tout petit peu plus en arrière, retourner un petit peu à la base. Vous expliquer, bon, je pense que vous savez tous que le gène NF1 code pour une protéine qui s'appelle la neurofibromine. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette neurofibromine, elle est déjà repérée dans le système embryonnaire, à un stade embryonnaire très tôt, et elle est repérée dans des cellules qui s'appellent les crêtes neurales. Donc, j'espère que vous voyez mon curseur qui bouge. Donc, à un stade d'embryon où on est à peu près comme un gros boudin avec un tube dedans, où il n'y a pas de bras, il n'y a pas de foie, il n'y a pas d'organes vraiment définis. Il y a juste des cellules, des groupes de cellules. Et il y a des cellules qui sont presque qui encadrent une espèce de plaque qui s'appelle la plaque neurale. Et ces cellules vont monter en forme de crête pour former un tube qui va être le tube neural, qui va être dans l'embryon la première formation avec un tube en fait. Et de chaque côté, il y a les cellules qu'on appelle les cellules de la crête neurale. Ces cellules-là, elles se ressemblent toutes. Elles sont toutes pareilles. C'est en quelque sorte des cellules souches qui sont vraiment à l'origine de beaucoup de choses. Et ces cellules souches, donc qui se ressemblent toutes, vont petit à petit au cours de l'embryon devenir des organes différents. Mais à l'origine, on a une seule cellule qui va donner, pendant la formation des organes, différents tissus. Donc ces cellules de la crête neurale, où il y a la neurofibromine, qui est extrêmement importante, elles vont avoir un problème quand il y a une mutation dans le gène NF1 et que la neurofibromine n'est pas là pour fonctionner correctement. Ces cellules de la crête neurale, qu'est-ce qu'elles vont devenir plus tard? Elles vont devenir soit des neurones, soit des cellules des dents, soit des cellules de Schwann, soit des cellules des glandes surrénales et du système sympathique, des mélanocytes, les mélanocytes vont donner la pigmentation au niveau de la peau, des cellules de la graisse, les adipocytes qui stockent le gras, des cellules des os et des cellules des muscles lisses, c'est-à-dire les muscles qui entourent les veines, les artères, l'intestin, rien à voir avec les muscles qu'on bouge pour faire bouger le squelette. Donc si on regarde déjà tous les différents types de cellules que les cellules de la crête neurale vont donner, on voit en fait un panel de tous les symptômes de la neurofibromatose de type 1. On voit les cellules de Schwann pour évidemment tous les plexiformes. On voit les mélanocytes pour les scaphéolés, les spots de café au lait. On voit, enfin, c'est vraiment tous les symptômes, la variété de phénotypes qu'on voit dans NF1. On se rend compte que ça vient tout de la même cellule à l'origine de ces crêtes neurales. Aujourd'hui, on va se focaliser plus sur les cellules osseuses, les ostéoblastes et les chondroblastes un petit peu, mais pas trop. Donc, on veut parler de la structure osseuse. Donc, quand on imagine un os, on voit cette chose dure qui sert de squelette, là où s'accrochent les muscles pour pouvoir bouger, en fait. Mais un os, c'est pas juste ça. Ça a 3 fonctions principales.
dans la fonction du squelette pour pouvoir bouger, on n'est pas des mollusques. La deuxième fonction, qui est une fonction vraiment extrêmement importante, c'est le stock de calcium et de phosphate. Donc l'os va stocker pas mal de minéraux. Ça va être la source. Si on en a besoin, c'est là qu'on va aller le chercher. Et la troisième fonction de l'os, c'est au milieu de l'os, il y a dans ce qu'on appelle la moelle osseuse. C'est un tissu beaucoup plus spongieux où il y a beaucoup de petits vaisseaux sanguins. Et c'est là que va se fabriquer les cellules du sang, donc tous les globules rouges et une bonne partie des globules blancs. Donc on va fabriquer les cellules du sang, ensuite ils vont passer dans tous ces petits vaisseaux qu'il y a au milieu de l'os et ils vont pouvoir aller dans le reste de la circulation. Nous, ce soir, on va s'intéresser à la partie extérieure, enfin pas extérieure, mais plus externe de l'os, qui est la partie très dure de l'os, où il y a tout le stock de calcium et de phosphate. Donc cette partie plus à l'extérieur de l'os, elle est composée d'une structure très dure de fibres, qui sont des fibres de collagène, de fibrine, un mélange de fibres en fait, et de sels minéraux, ce qui fait que la structure devient dense et dure, vraiment très rigide. Les cellules qui sont composées dans cet espace donc plus dur à l'extérieur, c'est composé de fibroblastes qui vont pouvoir sécréter le collagène et toutes les fibres. Fibroblastes, c'est pour ça, c'est les cellules qui fabriquent les fibres en fait. Les ostéocytes qui vont ressentir quand on pousse sur l'os ou quand il y a des mécanismes vraiment, ce sont des mécanorécepteurs, ce sont des cellules qui vont sentir si on court un marathon par exemple, elles vont envoyer des signaux en disant renforce l'os parce qu'on s'en sert beaucoup. Et il y a deux types de cellules qui sont vraiment fondamentales, ce sont les ostéoclastes et les ostéoblastes. Donc la neurofibromine est très impliquée dans les ostéoblastes, les ostéocytes et les fibroblastes. Les ostéoclastes, eux, sont en fait des cellules qui viennent plus apparentées au système immunitaire. Donc quand on a vu avant toutes les cellules qui viennent des cellules de la crête neurale, les cellules du système immunitaire n'en font pas partie. Donc, heureusement, dans la neurofibromatose, on n'a pas ce genre de problème. Les ostéoclastes ne vont pas être là. Donc, je vous ai dit que la fonction de l'os, deux fonctions de l'os, c'est de stocker le calcium et le phosphate, et d'être rigide pour donner le squelette. Dans les problèmes de NF1, on rencontre des problèmes à ces deux niveaux-là. Pour maintenir un os correct, d'une rigidité correcte et maintenir le calcium, on va jouer sur la dégradation et la synthèse de l'os. Donc quand on pousse trop fort sur un os, l'os va vouloir se renforcer. Il va y avoir des cellules qui meurent et on va mettre des cellules nouvelles. Quand on a besoin de calcium, on va dissoudre en fait l'os pour libérer ces stocks de calcium. Ces deux phénomènes-là se font par le même mécanisme, c'est-à-dire que vous avez une phase normale où les cellules restent tranquilles, on appelle ça quiescente. Quand il y a une activation, manque de calcium ou force trop élevée sur un os, les ostéoclastes vont être activés, ils vont rentrer en action et ils vont commencer à dissoudre l'os. Quand ils dissolvent l'os, avec des enzymes, avec une acidité plus grande, le calcium se libère, il passe dans le sang. Donc c'est une bonne méthode pour relâcher du calcium. Une fois que les ostéoclastes ont fait leur travail, les ostéoblastes, cette fois-ci, qui eux contiennent beaucoup de neurofibromine, vont venir sur le site où il y a eu l'os dissous et vont reconstruire l'os. Ensuite, ils vont retourner à un état quiescent et il va y avoir la minéralisation. Donc vous pouvez imaginer s'il y a le moindre problème dans ce cycle, si les ostéoclastes deviennent trop puissants ou si les ostéoblastes ne sont pas capables de refaire l'os, il y a un énorme problème. Donc évidemment, c'est un des problèmes en NF1.
le chat aussi. On peut rester avec la vitamine D. Donc, il y a une question par rapport à ce que le supplément de vitamine D est recommandé pour les enfants. Oui, évidemment, c'est recommandé pour les enfants aussi. Je pense que la dose maximum pour les enfants petits est de 400 unités par jour. J'ai arrêté de partager mon écran ou vous êtes toujours... Ah, ok, d'accord, c'est bien. Également, c'était pas trop compliqué ce que je vous ai dit. Je suis peut-être allée un tout petit peu vite. Je suis désolée. Je pense que ça allait. Okay. Est-ce qu'on devrait doser la vitamine D chez tous les patients NF1? Oui. Oui, vraiment. Vraiment. Et de toute façon, même si vous en prenez comme ça naturellement, même sans ordonnance, ou faut toujours le dire à votre médecin, il faut tout dire à votre médecin. Mais je pense que c'est... Oups, ça a disparu. Ça va pas vous faire de mal. Il faudrait vraiment prendre des quantités astronomiques de vitamine D. Et pour l'instant, ils ont poussé jusqu'à 10 000 unités par jour et ils n'ont pas vu d'effet secondaire. Donc, si vous en prenez trop, ça va dans l'urine et c'est éliminé. Simplement, ça fait beaucoup travailler les reins, ce qui est pas forcément très bien, mais il n'y a pas de danger. Également, si les tests sanguins ne montrent pas de déséquilibre au niveau de la vitamine D, est-ce que c'est recommandé d'en utiliser quand même? Pour l'instant, ils sont en train de faire cette étude clinique avec les patients. Donc, il y a un peu plus que la moitié des patients qui ont un déficit en vitamine D, ce qui veut dire qu'il y a un peu moins de la moitié qui n'a pas de déficit en vitamine D. Maintenant, ils sont en train de voir si on fait un excès de vitamine, enfin un excès. Si on rajoute de la vitamine D dans ces patients, est-ce que ça va changer quelque chose? L'étude clinique est en cours, donc je ne peux pas vous répondre. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça ne peut pas faire de mal. Même si ça ne fait pas de bien, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Sinon, si on retourne sur l'ostéoporose, est-ce que c'est plus fréquent? L'ostéoporose est plus fréquente, mais est-ce qu'elle apparaît aussi plus tôt que dans la population en général? Oui. Puis à quel âge devrait-on suggérer l'examen de la densité minérale osseuse chez les NF1? Donc, il y a une étude qui était déjà à la conférence où on était avec Véronique à Paris, qui montrait qu'il y avait de l'ostéoporose chez les femmes NF1 déjà dans leur trentaine. Oh, quelle vidéo! Coucou! Donc, oui, c'est plutôt, puisque l'ostéoporose apparaît beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes, mais normalement après la ménopause. Il y a Monique qui avait une question. Oui, moi je fais de l'ostéosporose, puis je fais aussi de l'arthrite rhumatoïde aiguë. Puis ma rhumatologue, elle me donne de la vitamine D, mais elle ne me donne pas de vitamine C parce que elle m'a dit à cause du méthotrexate que je prends, que je ne pouvais pas prendre de vitamine C, mais je peux la prendre là, dans l'alimentation, là. Je me posais la question, est-ce que... Oui, la vitamine C est une vraie vitamine. La vitamine D, c'est une hormone. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes fonctionnements. La vitamine C, en fait, va agir au niveau de la formation du collagène. C'est très important pour la structure tridimensionnelle du collagène. On a besoin d'avoir la forme oxydée en fait, de vitamine C qui rentre autour du noyau, là où on finit de fabriquer les protéines, dans ce qui s'appelle le réticulum endoplasmique. Enfin, ça ne vous intéresse pas, ça. La vitamine C va servir à faire à mettre les petits bouts de collagène ensemble pour former la dimension 3D en fait, du collagène. Et le collagène est important dans les cellules des os.
évidemment, mais par rapport à la vitamine D, ça n'a pas du tout le même effet. La vitamine D est vraiment fondamentale pour la minéralisation, enfin, ce que je viens de vous expliquer. La vitamine C, c'est plus pour les tissus conjonctifs que c'est utile, la vitamine C. OK. Puis le Prolia, lui? Pardon? Prolia? Prolia? Ouais. Ah, ça ne doit pas être le même nom. Chez nous, il faudrait le nom de la molécule, en fait. Mais c'est en injection, là? C'est pour les os. Oui, ok, d'accord. Ça, c'est plus. Il peut y avoir des risques d'inflammation, mais c'est tous des choses complémentaires. Vous avez NF1? Oui. Sont des choses qui se complémentent et c'est très bien. Mais s'il y a une interférence avec la vitamine C, parce que la vitamine C va agir aussi au niveau de l'oxydation de beaucoup de choses, c'est un régulateur de l'oxydation, donc ça peut très bien interférer avec les molécules qu'on vous injecte. Donc c'est mieux de ne pas trop mélanger vitamine C avec autre chose. Pour l'ostéoporose, c'est vitamine D, calcium. C'est donc ce traitement, je vois ce que c'est ce traitement. En Italie, c'est un autre nom. Qui ne me revient pas tout de suite. Oui, mais c'est le traitement classique pour l'ostéoporose, qui n'est pas forcément un traitement spécifique pour NF1. Qui est ce qu'on donne à toutes les femmes, enfin, parce qu'en général, c'est les femmes qui ont l'ostéoporose, c'est ce qu'on donne à toutes les femmes qui ont l'ostéoporose, en fait. OK. Il y a Véronique qui revenait avec une question. Est-ce que les biphosphonates ou dénosumab se sont avérés efficaces chez les patients NF1? L'étude n'est pas finie, donc je n'ai pas le droit de trop dire. Tout le monde n'est pas d'accord, mais je ne peux pas dire là. Dès que ce sera publié, je pourrai le dire. Parfait. Ah, c'est ça, quelqu'un qui... Ouais, c'est bon. Quelqu'un qui disait que le Prolia, c'est le dénosumab. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les gens qui sont présents? Ou commentaires? Est-ce que c'est trop compliqué ce que je dis, ou est-ce que vous comprenez, parce que c'est le plus difficile pour moi, c'est de savoir comment s'adapter et comment faire comprendre les choses qui sont parfois vraiment complexes, de vraiment faire que vous ayez compris ce que je voulais vous dire. C'est le challenge le plus grand. C'est très bien expliqué, ça nous a aidé à comprendre certaines choses. Mais ma fille est atteinte de NF2, donc je ne sais pas à quel point ça peut l'atteindre, elle. Oui, non, c'est pas. Je sais qu'elle prend de la vitamine D depuis plusieurs années, là, que son médecin lui prescrit, puis il dit que c'est important pour elle. Pour NF2? Puis, ils n'ont pas voulu, oui, pour la NF2, puis elle n'a pas voulu qu'elle ait un anticonceptionnel par injection, parce qu'elle dit que ça fragilise les os, puis que dans son état, c'était déjà pas très fort, là, donc elle préférait un anticonceptionnel autrement. Donc, puis elle s'est mise à lui donner de la vitamine D. Donc, ça va chercher un peu des questionnements qu'on avait. Mais je sais que l'étude est principalement pour la NF1, donc... Oui, parce que c'est quand même beaucoup plus caractéristique de la NF1 que de la NF2. Est-ce que mon Internet saute ou ça va? Non, ça va. Ah, ok. Non, c'est quand même plus caractéristique de la NF1. La NF2 est beaucoup plus sur l'inflammation. Oui. Donc, à la limite, on aurait plus tendance à donner de la vitamine C que de la vitamine D si on va dans cette direction. Ah. Maintenant, faut que je regarde. Moi, j'avais jamais entendu d'ostéoporose ou dans les patients NF2, mais
il faut que je me mette un petit peu plus. Je peux renvoyer ces informations à Frédéric plus tard. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. De rien. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une rubrique scientifique uniquement sur NF2 parce que ils sont là aussi. Merci beaucoup. On apprécierait. Surtout sur la thérapie génique en ce moment, là, ça avance bien en NF2. Hein. Il y a une compagnie qui fait des essais chez les singes maintenant. OK. C'est la dernière étape avant l'homme. Parfait, ça. Hein? Donc, le CEO de la compagnie a promis de faire les essais sur l'homme à la fin, au début de 2023. Donc, c'est pas si loin que ça. Merci beaucoup pour le renseignement. Voilà. Est-ce que j'espère que j'ai pu répondre. Je suis pas physicien, je suis pas orthopédiste, donc j'ai mes limites. Je peux vous expliquer tous les processus biologiques derrière, mais après les traitements cliniques de chacun, ça m'est beaucoup plus difficile. Il y a Kevin qui avait la main levée. Oui. Ah oui. 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 Ben, juste, je veux dire, à Monique, je pense qu'elle nous partage son écran en ce moment. Donc, la question que j'avais, en fait, j'ai comme l'impression que le médecin traitant de la dame qui vient de me poser la question mélange NF1 et NF2, mais c'est une hypothèse. Ma question, c'était plus par rapport, vous parlez d'unité de vitamine D depuis tantôt. C'est quoi une unité de vitamine D? Ah, les unités internationales, ce qu'on appelle UI, c'est une méthode pour que tout le monde dose la même chose. On peut parler aussi en nanogrammes par millilitre. Okay. Mais disons, c'est une convention internationale qui correspond à une certaine quantité qui va être différente d'une molécule à l'autre. C'est une convention de mesure. C'est comme on va dire unité de mesure. Ou le pouce chez certains et en chimie, ça va être l'unité internationale. UI. OK. Merci. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait une petite main? Il n'y en a plus. Oui, Marie-Hélène. Ah, on n'a pas de micro. On n'entend pas. Non, on n'entend toujours pas. Est-ce que... Vous pouvez peut-être écrire dans le chat. Dans le chat, tu peux écrire la question dans le chat. Non? Bon, faut l'écrire et Frédéric transmettra. Bon, je pense que ça fait le tour, mais c'était vraiment très intéressant. Je pense que oui, c'est un peu complexe, mais je pense que c'est nécessaire de vulgariser des choses qui sont peut-être un petit peu plus pointues. Là. On le sait, les gens qui ont la NF1, la NF2, c'est plus bien souvent les experts de leur propre maladie auprès de des spécialistes qui les suivent. Donc, le plus ils sont au courant, le mieux c'est pour leur dossier. Voilà. Et si vous avez, puisque vous êtes pas mal là, si vous avez des suggestions pour des nouvelles rubriques scientifiques, des questions que vous vous posez, des choses où vous dites je comprends pas comment ça se fait qu'il y a ça, ou à ce moment-là, vous pouvez les suggérer à Frédéric ou Véronique, je sais pas. Frédéric, je pense. On va gérer tout ça. Est-ce que quelqu'un a une question brûlante sur quelque chose d'autre que les os? Attends, Véronique fait dire qu'elle a beaucoup appris, qu'elle aimerait connaître la prévalence des difficultés osseuses chez les NF1. Pardon, j'ai pas entendu là. Quelles sont la prévalence des difficultés osseuses chez les NF1?
la prévalence? Il y a plus de la moitié des patients NF1 qui ont des difficultés osseuses, quel que soit le type. Déjà, il y a énormément qui ont de l'ostéoporose. Après, les choses un peu plus graves comme la pseudo-arthrose, c'est dans les 5% à peu près. Les scolioses, c'est beaucoup plus, c'est quand même un enfant sur 3 pratiquement. Donc ça va dépendre. Les déformations osseuses au niveau de la tête, il y a quand même pas mal. C'est je pense, un tiers aussi qui a finalement une déformation, disons, c'est une légère macrocéphalie. Et après, les autres déformations plus locales sont relativement rares dans les 5%, toujours en dessous de 10% pour chaque petite catégorie différente. Mais globalement, il y a une grande proportion qui a un problème. Ce n'est pas forcément le même problème à chaque fois, quoi. Puis ou également, est-ce que en dehors de l'ostéoporose, est-ce que les problèmes osseux apparaissent seulement durant la croissance? Non, par exemple, le sac dural qui devient trop grand et qui sort par le côté des vertèbres n'intervient que chez l'adulte. J'ai jamais vu de cas de l'enfance. Donc, ça intervient chez l'adulte, mais sinon, les scolioses interviennent dans l'enfance, la pseudo-arthrose carrément dans la petite enfance. La plupart interviennent sont stabilisés à la fin de l'adolescence, en fait. Même les pseudo-arthroses se stabilisent à la fin de l'adolescence. En général, quand il y a des corsets, c'est jusqu'à... à part pour les scolioses vraiment très très graves, mais dans les pseudo-arthroses, c'est plus... à la fin de l'adolescence, on enlève même quand on peut mettre des attelles pour éviter les déformations. Et quand la croissance est finie, la plupart du temps, ils n'en ont plus besoin. On les enlève. S'il n'y a pas eu de fracture, évidemment. Parfait. Puis je terminerai peut-être avec Monique qui a la main levée. Monique, si jamais vous avez l'occasion, vous partagez votre écran en ce moment aussi. Mais si vous ne savez pas comment faire, c'est pas grave. Non, je ne sais pas comment faire. Excusez-moi, je suis désolée. J'ai dû cliquer à quelque part qu'il ne fallait pas. Je ne suis pas habituée dans ces technologies-là. Ma question est, quand on se fait une fracture ou une cassure, comment je pourrais dire, est-ce que la guérison est normale? Ben moi, je ne sais pas si c'est normal, là. Je vais juste poser la question. Est-ce que la guérison va être plus longue étant donné qu'on a la neurofibromatose? En général, oui. Il peut y avoir des patients qui n'ont aucune atteinte osseuse et qui ont leur ostéoblastes qui sont tout à fait OK. Mais disons que dans la moitié des cas, il va y avoir une cicatrisation de la fracture beaucoup plus lente que la normale. C'est pour ça qu'on donne à ce moment-là de la vitamine D, du calcium encore plus, pour essayer de stimuler un peu les ostéoblastes un peu plus. Mais tous les patients NF1 n'ont pas forcément des problèmes osseux ou des problèmes à cicatriser. Mais disons qu'il y en a quand même une grosse proportion, quoi. Est-ce que ça peut arriver que l'os se déforme à ce moment-là? Déforme. Non, si c'est à l'âge adulte, il ne devrait pas y avoir de déformation si c'est bien pris en charge et que c'est bien remis par le service par l'équipe d'orthopédie. Il ne devrait pas y avoir de déformation, non. Okay. Il peut y avoir une cicatrisation beaucoup plus lente, une reformation de l'os beaucoup plus lente, mais déformation, non, ça ne devrait pas. Chez l'adulte, ça ne devrait pas. Merci. C'est parfait. Il est déjà passé 8 heures. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Un énorme merci, Dr. Pindon. Puis je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait refaire à la prochaine rubrique. OK. À la prochaine rubrique, tout le monde m'appelle Armelle, hein, parce que ça fait trop. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci à tous. Hein.